Je ne fais pas partie des pessimistes. Je crois en l'homme. Et j'ai toujours pensé que nous ne céderions ni à la folie, ni à la colère, ni à la cupidité. Que nous trouverions une solution sans détruire ce qui nous est cher. La parole est au sous-comité à l'énergie et aux minerais. Les gisements de gaz de schiste aux États-Unis contiennent des milliards de mètres cubes de gaz naturel. Les réserves en Amérique du Nord sont telles que certains experts parlent d'un véritable océan de gaz naturel. Nous estimons que le potentiel des 4 principaux gisements est gigantesque et qu'il peut non seulement changer la donne de cette industrie, mais aussi celle du pays tout entier, de son économie et de son environnement. Je représente ici les 30 États qui produisent 99% du pétrole et du gaz de ce pays. Les différentes études menées ces 11 dernières années n'ont conclu à aucune menace crédible sur l'eau potable du fait de la fracturation hydraulique. Des inquiétudes ont cependant été exprimées quant aux méthodes d'extraction de ces ressources. Certaines techniques, telles que la fracturation hydraulique, ont été décrites comme risquées sur le plan environnemental et insuffisamment réglementées. La presse et Internet ont avancé que 6 États avaient enregistré plus de 1000 cas de contamination de la nappe phréatique suite à la fracturation hydraulique. Ces faits ne sont pas exacts. Je suis donc convaincu que la fracturation hydraulique est correctement réglementée par les États et ne nécessite pas d'études plus poussées. Merci pour ce tour d'horizon. Merci. 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 Et merci à nous tous. Ne le remerciez pas trop vite, lui. Bonjour. Je m'appelle Josh Fox. Commençons par le commencement. Ça, c'est Dick Cheney. Non, je vais commencer autrement. Ça, c'est ma maison. Elle est située au milieu des bois, au bout d'un petit chemin dans un endroit baptisé Mylandville, en Pennsylvanie. Elle date de l'année de ma naissance, en 1972. Ce sont mes parents et leurs copains hippies qui l'ont construite. Et avec mes frères et sœurs, on y a tous grandi, petit à petit. Il y a un cours d'eau qui passe en bas de chez nous et qui se jette dans le fleuve Delaware. J'apprends de plus en plus de choses sur la façon dont les cours d'eau sont liés. En 1972, l'année de ma naissance, Pete Seeger et une bande de joueurs de banjo rappelaient à la ville de New York que si elle polluait la partie supérieure de l'Hudson, et en particulier les bassins versants, elle n'aurait plus d'eau potable. En 1972, Richard Nixon a fait voter la loi sur la protection de l'eau. Ça a été une période marquée par des avancées environnementales. C'était la guerre froide, mais c'était aussi la naissance du concept de temps libre et de tenue décontractée. Les ordinateurs et la technologie étaient censés mener à l'avènement de la semaine de 4 jours, et tout le monde allait désormais avoir le temps de gambader dans les champs et descendre les rivières. À New York, on construisait ceci. Mais à 150 km de là, à Mylandville, sur les bords du Delaware, nous construisions cela. Le premier mot que j'ai appris à dire était marteau. Nous sommes en 2009. Un jour, je reçois un courrier de la compagnie du gaz naturel qui me dit que mon terrain se trouve sur une formation appelée gisement de Marcellus, qui s'étend à travers la Pennsylvanie, New York, l'Ohio et la Virginie occidentale. Et que ce gisement, c'est l'équivalent de l'Arabie Saoudite en matière de gaz naturel. Je pouvais donc lui louer mon terrain et recevoir en échange 9 500 $ par hectare. Avec mes 10 hectares, ça me faisait près de 100 000 $. À portée de main, comme ça, aussi facilement. Vous avez sûrement vu des spots à la télévision qui vantent la propreté du gaz naturel. American shale basins contain an ocean of natural gas. What I want is to use our resources in America. It's cheaper and it's ours. It's ours. Que se passerait-il si les États-Unis et le reste du monde adoptaient massivement le gaz naturel? We've cracked the code for natural gas supply. Ce que j'ignorais,
c'est que le projet de loi sur l'énergie de 2005, adopté par le Congrès grâce à Dick Cheney, dispense l'industrie pétrolière et gazière de respecter la loi sur l'eau potable, l'air pur, la protection de l'eau, la responsabilité en cas de pollution, ainsi qu'une dizaine d'autres réglementations environnementales et démocratiques. Et avec la levée de toutes ces restrictions, des sociétés comme Encana, Williams, Cabot Oil & Gas et Chesapeake se sont mises à exploiter la nouvelle technologie à Liberton et ont lancé la plus grande campagne d'extraction de gaz naturel de l'histoire des États-Unis. 34 États sont aujourd'hui concernés. La méthode employée a pour nom fracturation hydraulique ou hydrofracturation. Elle consiste à injecter massivement un mélange d'eau et de produits chimiques à 2500 mètres sous terre. La fracturation en elle-même est comme un mini-séisme. Sous la pression, la roche se casse et libère le gaz. Pour fracturer, il faut du liquide de fracturation, qui se compose de 596 substances chimiques. Certaines ont des noms imprononçables ou sont inconnues. D'autres sont tristement célèbres. Inhibiteurs de corrosion, gélifiants, additifs de forage, biocides, agents anti-tartre, auxiliaires de fractionnement liquide, additifs de viscosité et concentrés liquides de tenue des gels. Il ne reste plus qu'à ajouter de l'eau. Le forage d'un puits nécessite entre 4 et 26 millions de litres d'eau. Et quand on pratique une nouvelle hydrofracturation dans un puits existant, il faut à nouveau la même quantité d'eau. Or, un puits peut être hydrofracturé jusqu'à 18 fois. Ils ont commencé dans l'Ouest, Nouveau-Mexique, Colorado, Texas, Wyoming, Oklahoma, puis direction le Sud, Arkansas, Louisiane et Alabama. 450 000 puits multipliés par 18 et par 4 à 26 millions de litres d'eau. Ça fait environ 151 000 milliards de litres d'eau, le tout imprégné des 596 substances chimiques du liquide de fracturation. Et maintenant, ils arrivent dans l'Est. Ils proposent de creuser 50 000 puits sur une portion de 120 km le long du fleuve Delaware et des centaines de milliers d'autres dans l'État de New York, de Pennsylvanie, de l'Ohio et de Virginie occidentale. Entre 1972 et aujourd'hui, soit durant toute ma vie, tout ça avait été protégé. You may dial at any time. Desk, may I take a message? Okay, sure. This is Josh Fox. I'm looking to see if we could interview someone on the subject of natural gas extraction and hydraulic fracturing. The best thing to do would be to send an email with your request. Halliburton Corporate Affairs. Did I just talk to you? Hi, that's Scott Halliburton. How can I help you? Record your message at the tone. I'd love to find somebody to interview at Halliburton. So if you'd please call me back, I'd really appreciate it. Please leave a voice message for Thank you for calling Chesapeake Energy Corporation, the nation's leading producer of natural gas. Okay, What's 405 area code? Oklahoma. I'd be interested to see if there's any way to get an interview with T. Boone Pickens, to see if there was any possibility of... Okay, well, I'm going to have to transfer you to... Please reach Cabot Oil and Gas. Please leave a name and I will return your call. After the tone, please record your message. Who is the audience for this? General public. I think we'll decline, but thanks for calling. J'ignore combien d'entre vous ont un lien étroit avec les cours d'eau. Lorsque j'étais petit, on pouvait se promener le long du fleuve des heures durant, sur des kilomètres. On suit un de ses méandres, on fait 10 pas et quand on se retourne, le paysage est complètement différent. C'est un endroit que je connais par cœur et que je porte en moi, en permanence. Pour moi, c'est comme si c'était la source de toutes les formes de vie. Et ça l'est. Il n'y a pas de vie sans eau. Les forages de puits les plus proches de chez moi se situent à Dymock, en Pennsylvanie, à environ 65 km de la frontière avec l'État de New York. La compagnie Cabot Oil & Gas de Houston y a creusé plus de 40 puits en quelques mois. C'est un endroit reculé, où il n'y a pas d'autoroute. Un endroit où on peut facilement se retirer du monde et de soi-même, disparaître complètement.
Je décide d'y aller, parce que j'ai entendu beaucoup de plaintes et que les autorités chargées de la protection de l'environnement en Pennsylvanie affirment que tout va bien. L'histoire de Dimmock commence par une série d'appels au secours de Pat Farnelly. Si elle pouvait, elle crierait à l'aide sur la place publique. Partout où il n'y a pas d'arbres, il y a un puits. Il y en a une dizaine. Ça arrive qu'elle coule en faisant des bulles. Alors évitez. Tenez. Je n'en bois pas. Lorsque des gens de chez Cabot sont venus me voir pour me dire qu'on pouvait la boire, j'ai dit « D'accord, allez-y ». Mais ils ont refusé. Il y a eu des jours où mes 4 enfants ont été malades. Tout le monde était malade, y compris moi. On avait mal au ventre et on n'a rien pu garder pendant plus d'1 mois. Et puis Jean, la voisine, est venue me voir un jour à l'église et elle m'a dit « Tu n'as rien remarqué de bizarre avec l'eau? La nôtre est mauvaise. » Les May ont eux aussi des problèmes avec leur eau et ils ont un nouveau-né. Je me rends ensuite un peu plus haut dans la rue, chez Ron et Jean Carters. Un puits a été creusé juste devant chez eux. Et peu de temps après le forage, leur eau s'est mise à faire des bulles. C'était le gaz naturel. Je leur ai dit que je n'étais pas content, que l'eau était bonne avant, mais que depuis qu'ils étaient là, elle était devenue mauvaise. Ils m'ont demandé si je pouvais prouver que c'était à cause d'eux. Ma femme leur a demandé s'ils pouvaient prouver que ce n'était pas à cause d'eux. Depuis, c'est silence radio. En 40 ans, on n'a jamais eu aucun problème avec l'eau. Et là, depuis qu'ils forent, elle n'est plus bonne. La visite suivante m'amène encore un peu plus haut sur la route. Le puits à eau de Norma Fiorentino a explosé le jour de l'an. C'est vrai? C'est ma belle-fille. Elle dit qu'ils vont passer un reportage à midi. DEP says Cabot Oil and Gas has polluted more than a dozen water wells drilling for natural gas. C'est chez moi. Ça fait 30 ou 40 ans qu'on est voisins. Et on s'entend tous bien. On a les mêmes problèmes. Les types du DEP, la protection de l'environnement et de Cabot étaient là. Et je leur ai dit, vous avez dit à ma mère qu'elle pouvait boire l'eau? Attendez, je vais vous chercher un verre. Et là, ils ont tous baissé la tête et ils ont refusé de boire. Je rends ensuite visite à Debbie May. Début novembre, l'eau a pris une drôle de couleur. Elle avait un goût bizarre aussi, un peu métallique. Puis elle est devenue marron, un peu comme de la boue. Cabot a envoyé un labo pour la tester et le gars nous a dit de ne pas nous en servir, ni pour boire, ni pour se doucher, ni pour la lessive, ni pour la vaisselle, ni pour rien. Votre puits est là-dessous? Oui, et ils ont installé ce tuyau-là. Pour évacuer le gaz? Oui. L'autre chose qui inquiète Debbie May, c'est ce qui arrive à ces animaux. Ils ne sortent plus. Ils perdent leur poil. Et l'un de ces chats a des vomissements. Nos 30 chats sont malades. Et au DEP, ils en disent quoi? Ils me disent que j'utilise trop de détergent pour nettoyer. Et j'en ai aussi parlé à un avocat de Cabot, et il m'a dit que ça venait des poteaux téléphoniques. Le chat s'est approché de ses poteaux? Il ne sort jamais. Lui aussi, il perd ses poils? Oui. Et il maigrit. Ça a commencé au même moment? Oui. L'eau était impeccable, mais à partir de juin, il a commencé à y avoir du propane et des trucs comme ça dedans. À un moment, on pouvait même y mettre le feu. On prenait un récipient, on secouait, une allumette et ça s'enflammait. Et mes enfants, comment ils seront dans quelques années? Mais Cabot dit que c'est pas leur faute, qu'ils n'ont pas contaminé l'eau. D'après les témoignages de Pat, Ron, Jean, Norma et Debbie, il est clair que quelque chose de grave se passe à Dimmock. Mais ce n'est pas tout. On me parle sans arrêt d'une famille qui arrive apparemment à mettre le feu à son eau. Une famille qui ne parle pas aux journalistes. Je me demande pourquoi, et je décide d'aller les voir. Ils ne veulent pas que leur visage apparaisse, donc je filme leurs pieds. Mais ils veulent bien me montrer leurs échantillons d'eau. Ils me disent « On sait que vous voulez qu'on y mette le feu, mais ce n'est pas possible. On a bouché le puits.
On a peur de s'en servir parce qu'il risque d'exploser et de mettre le feu à la maison. Alors même si vous aimeriez filmer ça parce que c'est spectaculaire, ce n'est pas possible. Je me sens de plus en plus happé par toute cette histoire. Je reçois alors un coup de téléphone. Il ne se passe rien à cause des grands pontes qui sont à la tête de tout ça. Ouais. Je devrais pas parler, mais tant pis. Vous aussi, vous prenez de gros risques en faisant ça. Mais l'argent ne justifie pas tout. C'est ma vie qui est en danger. Je vous dis les choses comme elles sont. Je traverse la route pour voir si je peux interviewer la personne qui m'a appelé, ou juste la saluer. Ce n'est pas possible. Mais un homme vient me parler. Il n'est pas tranquille. Il me tend un flacon. Je dis, c'est quoi? C'est toxique. Comment ça, toxique? On peut pas faire pire. Prenez ça et dites-nous ce qu'il y a là-dedans. Ils sont convaincus que je suis réalisateur de documentaires. Quand on a une caméra dans les mains, on devient crédible. On se retrouve avec un flacon rempli d'un liquide contaminé et on vous demande de trouver ce que c'est. J'ai une petite idée de ce que ça peut être. J'ai entendu parler de ce qu'on appelle l'eau de production, qui remonte du sous-sol et qui est contaminée par les fluides hydrauliques. Et cette eau est rejetée illégalement dans les champs et les cours d'eau. J'ai aussi entendu parler d'ouvriers brûlés aux mains et au visage par des substances chimiques. Et voilà que je me retrouve avec dans les mains un flacon d'un liquide inconnu et jaunâtre. Il me faut plus d'informations, alors je rappelle la personne. Ce que vous m'avez dit sur le flacon que vous m'avez donné, ça m'intrigue. Sans me donner aucun nom ni quoi que ce soit, vous pouvez me dire si ça a été rejeté dans un endroit où ça n'aurait pas dû l'être? Comme un cours d'eau ou un champ? Et c'est pour ça que c'est important de trouver ce qu'il y a dedans. Donc si j'arrivais à analyser ce liquide, ce serait une bonne chose, c'est ça? Oui. La liste de ce qui se passe à Dimmock commence à s'allonger. Eau défectueuse, problèmes de santé, risque d'explosion chez les habitants, destruction des terres, absence de confiance dans les autorités, sentiment d'avoir été trompé et d'être impuissant, animaux morts ou malades, problème pour obtenir des informations fiables sur l'extraction du gaz, sentiment qu'on cherche à étouffer l'affaire. En d'autres termes, toute vie normale est désormais impossible ici. J'ignore s'ils disent la vérité, je ne peux faire que des suppositions. Mais ce qui est clair, c'est que ces citoyens se sentent trahis et abandonnés. Alors que je vais déposer le flacon dans un laboratoire, je décide de renoncer aux 100 000 $ proposés. Mais je suis inquiet, car tout le monde autour de moi a reçu le même courrier et beaucoup ont déjà accepté. S'il y a bien une chose de sûre, c'est que si les projections de cette industrie sont correctes, ce sera la fin des Catskills et du bassin du Delaware tel que nous les connaissons. Et cela entraînera un profond bouleversement des États de New York et de Pennsylvanie. Mais les forages n'ont pas encore commencé dans ma région, sur les bords du Delaware. L'État de New York a commandé une étude d'impact environnemental, et en Pennsylvanie, les autorités n'ont pas encore décidé si elles autorisaient ou non les forages le long des bassins versants sensibles. J'éprouve désormais le besoin de découvrir ce qui se trame. Le cas de Dimmock est-il l'exception ou la règle? Où trouver la réponse? Est-ce qu'il faut que je me transforme en véritable détective des gisements de gaz naturel? Soit. Well, you be careful, because that one's known to nip butts. And it pinches pretty good. Keep the camera over my butt now. Yeah. Ça fait glou-glou.
Voilà l'échantillon qui arrive. Ça s'est déposé au fond. Mais voilà à quoi ressemble notre eau. Elle vient du robinet? Oui. Du robinet, oui. Ils ont appelé Mike il y a 3 semaines pour lui dire qu'ils avaient testé l'eau et qu'ils n'avaient rien trouvé. Là-dedans? Oui. Il n'y a rien d'anormal dans votre eau qui puisse être imputé à l'exploitation du pétrole et du gaz dans votre secteur. Comment vous faites alors? On a un réservoir qu'on remplit toutes les semaines. C'est 2 réservoirs de 2000 litres chacun. Et une fois par semaine, je vais en ville acheter de l'eau. Ça marche avec des pièces. Donc, je dois mettre l'équivalent de 15 $ en pièces. Nous vous informons que Noble Energy a mandaté LT Environnemental pour enquêter sur l'éventuel impact du gaz naturel sur un puits d'eau dans votre secteur. Je suis déçue par l'attitude des autorités. On a un problème ici, c'est évident. Il y a 2 semaines, il y a eu une réunion et j'ai préparé une intervention où je reprenais tout. Mais le soi-disant directeur de la compagnie, il était là. Question suivante. C'était Dave? Neil, Nesline, quelque chose comme ça. Ouais, il nous a viré de son bureau il y a 2 jours. Est-ce qu'il y a un thème dans votre documentaire, un message que vous voulez faire passer? Je suis tout à fait désolé. Je vous souhaite bonne chance pour votre documentaire. Je serais ravi de vous parler hors caméra, mais là, ce n'est pas possible. Nous vous recontacterons. D'accord? Ouais. Encore toutes mes excuses. Bonne continuation et bonne journée. Merci. Un jour que le puits faisait des tas de glouglou, j'ai décidé de mettre un sac en plastique sur le dessus. Et en quelques minutes, le sac était plein. Je l'ai fermé et j'ai enfoncé une mèche dedans. Là, je me suis dit que c'était peut-être pas bien malin. Alors je suis rentré et j'ai dit à Marsha, commence à faire le numéro des urgences. Et si ça tourne mal... Tape le dernier chiffre. Exactement. Donc j'étais là avec mon sac de je sais pas bien quoi, et j'ai allumé la mèche. Et il a commencé à flotter en direction de la route. Et moi, oh non, il y a un camion qui va passer et ça va le faire exploser. J'ai vu une étincelle. Ouais. Il faut attendre quelques secondes. Oh la vache! C'est la plus belle que j'ai jamais eue. Ça sent le cochon grillé. Ah, j'y crois pas. Je peux essayer? Ouais. On va prendre ça, on sait jamais. Ne pas boire cette eau. Oh, c'est dingue. Celle-là, elle m'a foutu les jetons, j'ai même été surpris. Pourtant, je l'ai fait un paquet de fois. C'est flippant quand même. Oui. C'est pas censé faire ça. C'est pas très ragoûtant. C'est parti. C'est les pluies.
En rouge, c'est les puits. Oui. C'est ici qu'on vit. D'où le nom de zone rouge. Oui. New information tonight on a story you almost have to see to believe. That's right. Flames shooting from faucets inside a home in Fort Lupton. It seemed like such a strange and unusual phenomena. Water so contaminated, it catches on fire. I'm terrified. There are no other words for it. I am absolutely terrified. Amy Ellsworth was so scared she had her well water tested and found out the groundwater is contaminated with natural gas. 2, 3, 4. Je l'ai compté celui-là. 1, 2, 3. Plus celui-là. 4. Il est derrière un arbre. J'en vois 7 ou 8 d'ici. Ils disent qu'ils ne sont pas responsables, mais ils vous livrent de l'eau. Oui. C'est pour les rapports de bon voisinage, sauf qu'ils s'en fichent du voisinage. Ils ont planté leur falion. Je suis du genre à voir le verre à moitié plein. Il n'y a pas plus optimiste que moi. Je crois en la bonté des gens et je le répète à longueur de journée. Je crois vraiment que les gens sont bons. Et je suis persuadée que les choses finissent toujours par se régler comme elles doivent se régler. Je vais défendre mes positions et je vais me battre jusqu'au bout. C'est quelque chose d'impossible à expliquer aux gens. On ne peut pas leur faire comprendre comment une part de soi-même peut être détruite par les autres lorsqu'ils agissent par pur intérêt. Personne ne devrait endurer ce que j'ai enduré, à les appeler en les suppliant de m'aider et eux qui refusent. C'est là que le système ne va pas. Shock is one word for it. Terror is probably more effective. That's because Amy is living in a home that could explode. And now we've learned she isn't the only one. It just like popped and caught on fire, and Renee McClure discovered her water is also flammable after she saw our story last night. I want to know that we're safe. Renee worries her family has been drinking the contaminated water for years. This is your bus? Yeah, my school bus. It just seems like in the last year. J'ai l'impression que depuis 1 an et demi, je suis sans arrêt malade. And I've always been healthy. J'ai toujours été en bonne santé jusque-là. C'est pour ça que je me demande ce que c'est. J'ai tout le temps mal à la tête. Au moins 2 ou 3 migraines par semaine. Le reste de la famille aussi a des migraines. Mais les miennes sont tellement fortes qu'il faut que je m'allonge. C'est depuis que vous habitez ici? Oui. J'aimerais bien m'adresser aux membres du Congrès et leur dire qu'on habite dans le Colorado, que c'est censé être un État verdoyant, mais qu'on ne peut même pas avoir d'eau potable ici. 1 verre ou 2, ça va sans doute, mais à la longue... C'est écrit qu'il y a du trichlorobenzène dans votre eau. C'est quoi? C'est l'un des composés organiques volatiles associés à la production de gaz. Ce qui me dépasse, c'est que la Commission de conservation du pétrole et du gaz est censée être au service des gens. Mais elle ne l'est pas. Elle ne sert qu'à aider les compagnies pétrolières et gazières. Et quand je leur ai demandé qui est censé être au service des gens, ils m'ont répondu « Personne. Prenez un avocat. » Texto. Oil and Gas Commission is aware of the situation and will probably be doing some additional testing in the area as soon as possible. Well, the bottom line is, whose responsibility is it to take care of this problem? They're really going to have to look a little deeper into this because it does seem to be more widespread than we thought. Absolutely. Yeah. Very scary. Okay. All right, Heidi, thanks. Soyons clairs. I'm not here
Je ne suis pas ici pour exprimer les opinions de l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement. Je mettrai Weston Wilson ne s'exprime pas au nom de l'EPA, même s'il travaille pour elle. En 2004, l'EPA a enquêté à travers le pays sur divers cas de contamination de l'eau due à la fracturation hydraulique. Mais des experts ont rejeté l'enquête, estimant que même si des matières dangereuses avaient été injectées dans le sol, l'EPA n'avait pas à s'en occuper. Weston Wilson a alors écrit au Congrès pour protester. Il a souligné que parmi les experts, 5 des 7 auteurs de l'enquête semblaient être partie prenante, et qu'il était donc dans leur intérêt que l'EPA ne poursuive pas son enquête. Ils avaient tiré des conclusions manifestement ridicules. Ils avaient prouvé que c'était toxique, mais ils affirmaient qu'il n'y avait pas de risque. Ça n'avait aucun sens, c'était totalement ubuesque. Avant de devenir vice-président, Dick Cheney avait été PDG d'Haliburton de 1995 à 2000. L'une de ses premières mesures en tant que vice-président a été de créer l'Energy Task Force, qui s'est réunie jusqu'à 40 fois avec des industriels, mais une fois seulement avec des défenseurs de l'environnement. Soutenue par l'industrie à hauteur d'une centaine de millions de dollars, l'Energy Task Force a largement contribué à l'adoption d'une clause modifiant la loi sur l'eau potable. Cette clause autorise exclusivement les industriels du pétrole et du gaz à injecter librement des matières connues pour être dangereuses dans les nappes phréatiques ou à proximité. Elle a été adoptée dans le cadre de la loi sur l'énergie de l'administration Bush en 2005. Les recherches se sont arrêtées à ce moment-là. Absolument tout s'est arrêté. Nous étions catastrophés par le fait de devoir enterrer, sans mauvais jeu de mots, ce secret, car la toxicité était avérée. Mais lorsqu'un président ordonne à son administration de ne pas enquêter et de favoriser l'industrie, nous obtempérons. Ces industries, ça fait une centaine d'années qu'elles achètent ceux qu'elles contaminent. Elles achètent les terres et signent un accord de confidentialité avec ceux qui prétendent que ces terres sont contaminées par la production pétrolière et gazière. C'est aussi ça les pratiques de l'industrie. Selon vous, c'est donc à l'industrie d'apporter les preuves, pas aux gens. On est aux États-Unis. On ne devrait pas pouvoir soupçonner les industriels de garder un secret, surtout s'ils opèrent dans notre jardin. Ça devrait être à l'industrie de prouver aux autorités que ces pratiques sont sans danger. C'est sur ce que les citoyens nous disent qu'on devrait enquêter, mais nous ne le faisons pas. On ferme les yeux alors qu'on est aux commandes. Et n'allez pas croire que l'élection d'Obama ait encore changé quoi que ce soit au fonctionnement de l'EPA. Même s'ils ont tort, les gens ont droit à une enquête. Ce sont des citoyens américains. En tout cas, ils n'ont certainement pas à être exposés à des produits chimiques sans le savoir. C'est contraire à nos valeurs. Je comprends vos questions et votre frustration de voir que ce genre de schéma se répète. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas sur le coup. Nous ne sommes pas présents en tant qu'agence gouvernementale pour répondre aux questions légitimes que vous vous posez. Il faut qu'on y soit contraint. Glycol ethers. It says extreme danger. Yeah. Yeah. Extreme health hazard. Yeah. Almost like having a loaded gun in your hand there, standing there, isn't it? And then you can zoom in. I'm gonna take this nice and slow. Cheese. Cheese. Jeff et Rhonda Locker vivent ici depuis au moins 30 ans. À la fin des années 90, une société gazière est venue relancer le puits qui se situe juste derrière chez eux. Rhonda était dehors en train de faire la lessive quand l'eau est devenue noire. C'est là qu'ils ont compris qu'il y avait un problème. Et pas de laverie automatique à des kilomètres à la ronde.
Tout d'un coup, le lave-linge s'est bouché et l'eau qui en est sortie et qui a tout inondé était complètement noire. Vraiment noire. Bien sûr, j'ai alpagué le responsable du forage quand il a traversé la cour et je lui ai demandé ce qu'il avait fait à l'eau, mais il m'a dit rien du tout. J'ai pas lâché le morceau et j'ai obtenu qu'on analyse des échantillons d'eau et on a découvert qu'elle était totalement impropre à la consommation. Ça a été rapide. Très rapide. Les lockers ont menacé d'attaquer la compagnie en justice. Et ils ont obtenu 21 000 $ pour installer un système de filtration de l'eau. C'est le puits qui était là quand on a acheté le terrain. On continue à s'en servir, mais c'est celui-là qui nous a posé problème. Les lockers ont dû signer un accord de non-divulgation. Le jour où j'ai signé, je leur ai dit « je signe, mais si on me demande, je dirai la vérité ». Aujourd'hui, ils sont tellement à bout qu'ils brisent le silence. Voilà le système. Il pompe l'eau, la fait passer par l'adoucisseur et remplit ce réservoir de 2000 litres. C'est une pompe centrifuge. Ça fonctionne bien. J'appelle ça un filtre, mais c'est plus une membrane. On a bu cette eau pendant un moment, mais il y a 4 ans et demi, Rhonda est tombée gravement malade. Elle était atteinte de neuropathie aiguë et elle souffrait beaucoup. Elle était de plus en plus diminuée à cause des douleurs et elle a subi plusieurs ponctions lombaires pour voir d'où ça venait. Jeff et Rhonda se sont aperçus que leur système par osmose inverse ne filtrait pas les glycolétères qui attaquaient la membrane à l'intérieur du filtre. On ne boit plus l'eau. On va la chercher. C'est-à-dire, vous allez la chercher? Au supermarché. On l'achète. Chez Louis Mix aussi, l'eau a été contaminée après une fracturation hydraulique. Elle s'est mise à sentir le gaz. En 2004, ils ont foré ce puits là-bas. De nombreux tests ont révélé la présence de différentes formes d'hydrocarbures et de glycolétères. Encana, la compagnie gazière, a rejeté toute responsabilité. Dos au mur, Louis n'a eu d'autre choix que d'essayer de creuser un autre puits à eau sur son terrain. Ça sentait le gaz à 50 mètres. Et on est allé jusqu'à 70 mètres. Et quand on a voulu le faire sortir, on a tout pris. Du gaz naturel s'est échappé du puits à eau de Louis Mix pendant plus de 3 jours. Le ministère de la Sécurité intérieure a révélé que plus de 80 000 mètres cubes de gaz s'étaient évaporés dans l'atmosphère. Louis a dû faire intervenir un juge afin qu'il oblige Encana à bétonner le puits pour stopper la fuite et à lui fournir une autre source d'eau. Le grand bâtiment vert à côté de la maison de Louis contient 2 citernes qu'Encana remplit 2 fois par semaine. Je vous fais voir. C'est les 2 citernes qu'ils viennent remplir? Pourquoi ils font ça? À votre avis? S'il n'y avait pas de problème, vous croyez qu'ils le feraient? Vous avez même fait venir un hydrogéologue pour avoir son avis. Ouais. Et alors? Il a dit qu'il y avait tout là-dedans. Quand il fracture, il y a tout qui se mélange. On va voir des petites nappes apparaître à la surface, comme du pétrole. J'en ai déjà vu. L'eau que Louis Mix récupère dans son puits ne peut servir qu'à des expérimentations scientifiques bizarres ou à des activités dangereuses pour le cerveau. Oh la vache! Vous en boiriez? Jamais de la vie. Elle est normale, mon eau? Ça sentait la térébenthine, ce produit chimique qui monte direct au cerveau et qui vous étourdit. C'est criminel, une eau pareille. Et si je prenais cette eau avec ces produits chimiques et que j'allais l'acheter dans le puits du patron d'Encana, il se passerait quoi? Il me foutrait en tôle que ça traînerait pas. Et eux ici, ils font ce qu'ils veulent. Ils n'ont même pas à nous dire ce qu'ils mettent là-dedans. La démocratie et le respect de l'autre n'ont pas cours ici. Exactement. Et je vais vous dire un truc. Je vous promets, j'ai jamais vu des mensonges pareils. Ils font que mentir. Et nous, on n'a pas été élevés comme ça. Chez nous, quelqu'un qui fait que mentir, il vaut rien du tout. C'est des adultes et ils mentent. Et pourquoi? Pour le pognon, point barre. On a fait tester l'eau et ils ont trouvé du glycol. Ça nous a coûté 4 400 $. Ça fait comme une pellicule plastique. Les glycolétères sont inodores, incolores
et ce sont des composants liquides du plastique. En approchant son chalumeau de l'eau, Louis a trouvé un moyen pas cher de détecter les glycolétères. Ou bien il a mis au point une recette made in Wyoming pour fabriquer du plastique. J'ai tout de suite accroché avec Louis. Son miroir années 70, ses bibelots de cow-boy et son canapé, le plus confortable du pays. Should be on the buffalo hide. That is fab. Wow. John Fenton et sa femme Cathy ont 24 puits sur leur terrain. Tous sont visibles depuis leur porche. J'ai grandi ici et à une époque, il n'y avait rien. Pas de forage, rien. Maintenant, il y en a à perte de vue. Oui, partout. On voudrait vendre ici, mais avec le problème de l'eau, regardez, on est dépossédé de nos droits. Vous voyez la mère avec son petit veau noir là? Il n'a même pas 12 heures. Il vient tout juste de naître. On ne peut travailler qu'avec un certain nombre de puits à eau. Et franchement, je ne sais pas comment elles font pour la boire. Elle sent très mauvais et elle change de couleur tout le temps. Mais il faut bien s'en servir. On doit s'efforcer de protéger l'environnement au maximum. Ces champs, c'est notre gagne-pain. Cette herbe verte, c'est de l'argent. C'est de l'engrais, ça nourrit les bêtes, ça sert à tout. Et eux, ils viennent ravager tout le coin. Ils creusent des puits et ils répandent des produits toxiques. Et pour couronner le tout, il y a le gravier, les gros bouts de métal et leur pipeline. Ils mettent tout ça en charpie. Et ils procèdent différemment sur chaque puits. C'est jamais les mêmes personnes. Personne ne surveille. C'est la jungle. John Fenton me dit que sa maison est cernée par les émanations dues à la purge des cuves à condensat. Parfois, les fumées sont si denses qu'elles plongent sa maison dans un nuage de vapeur toxique. Vous sortez de chez vous le matin et sur 30 à 60 mètres d'épaisseur, l'air est marron. C'est comme une nappe marron qui recouvre tout. Et il n'y a pas que les animaux qui respirent ça. Il y a aussi les hommes. Cathy et sa belle-mère, qui habitent plus bas sur la route, souffrent de maux de tête, de vertiges et d'une perte de l'odorat et du goût. On nous dit qu'il faut les laisser faire, qu'il faut arriver à une sorte de compromis. Mais on a déjà fait tous les compromis qu'on pouvait. Et s'ils continuent les forages, les gens vont devoir partir d'ici, abandonner leur travail et leurs terres. Et moins il y aura de gens ici, et plus ils auront les mains libres. De toute façon, ils font ce qu'ils veulent. Peu importe qu'on soit touché ou non. Si j'avais su, je ne sais pas si j'aurais amené ma famille ici. Ça me fait de la peine de dire ça. Mais je sais que certains se demandent comment je peux aimer vivre ici. Mais c'est ma vie. Mon père et mon grand-père étaient des cow-boys. Et du côté de ma mère, ils sont fermiers dans le Nebraska. Voilà ce que ma famille m'a légué. Et ça, c'est la ferme de famille de ma femme. On est fiers de tout ça. Mais bon Dieu, quand notre mode de vie est malmené et que notre santé est menacée, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas où aller. Où est-ce que je peux aller? C'est pareil partout. C'est ça que j'aimerais dire à ceux à qui ça arrive. Vous n'êtes pas les seuls. On est tous dans le même bateau, il faut qu'on soit unis et qu'on se mobilise, qu'on parle tous d'une seule voix et qu'on résiste face à ces salopards. C'est un vrai bonheur d'être au milieu de tous ces animaux. Tout ce qu'on veut, c'est élever ces bêtes le plus naturellement possible. Mais si elles sont obligées de respirer un air pollué et de boire une eau contaminée, qu'est-ce qui va leur arriver? Comment elles vont finir?
Il faut qu'on puisse être sûr que la viande qu'on produit est de la meilleure qualité possible. Parce que dans 1 an ou 2, elle va finir dans l'assiette de quelqu'un. Le puits vers lequel on se dirige, c'est sans doute un de ceux qui nous ont causé le plus de tort à Cathy et à moi. C'était un petit endroit sympa et tranquille pour pique-niquer. On venait discuter ici, il n'y avait personne alentour, c'était juste là. C'était un bel endroit avec les roches, tout ça, mais maintenant il n'y a plus rien. Un bulldozer est passé et il a tout emporté. En une journée, tout a disparu, impossible de reconnaître quoi que ce soit. C'est dingue. Il faut des millions d'années à la nature pour arriver à ça, et en quelques heures, les machines détruisent tout. J'ai de la chance. Entre chez John Fenton et ma destination suivante, il y a Wind River Canyon, l'un des plus beaux paysages des États-Unis. Presque de quoi me faire oublier mon prochain point de chute. Je me rends dans un de ces paysages lunaires que j'ai déjà vu en photo, l'un des gisements de gaz naturel les plus grands et les plus productifs des États-Unis. Celui de Jonah, au pied du Grand Teton. Au sud, le parc de Yellowstone et la forêt nationale de Bridger-Teton. Le comté de Sublette, 12 800 km², soit à peu près la superficie du Connecticut. Environ 6 000 habitants, c'est-à-dire un habitant tous les 2 km² environ. La majeure partie du comté est gérée par le BLM, le Bureau de la gestion des terres. C'est une fiducie d'intérêt public. Les terres nous appartiennent donc à tous. On peut y camper où on veut. La mission du BLM consiste à garantir la bonne santé, la diversité et la productivité de ces terres pour l'usage, récréatif ou non, des générations présentes et à venir. En 2001, l'Energy Task Force de Dick Cheney a demandé au BLM de trouver de nouvelles terres fédérales pour exploiter le pétrole et le gaz. Et à l'occasion de ce que certains ont appelé le plus grand transfert de l'histoire de terres publiques au secteur privé, Dick Cheney a convaincu le BLM de louer des millions d'hectares à des compagnies gazières. Le derrick qu'on voit ici, c'est une foreuse. Elle est installée pour 3 à 4 semaines, le temps de creuser un trou de 3 à 2500 mètres de profondeur dans la formation schisteuse. La complétion de chaque puits, c'est-à-dire la phase de préparation du puits plus la première fracturation, nécessite 1150 trajets en camion. Ça se répartit comme ça. Mobilisation de la foreuse et construction des routes, 10 à 45 camions. Foreuse, 30 camions. Fluide et matériel de forage, 25 à 50 camions. Équipement de forage, coffrage et tiges de forage, 25 à 50 camions. Mobilisation et démobilisation de l'installation de complétion, 15 camions. Fluide et matériaux de complétion, 10 à 20 camions. Équipement de complétion, 5 camions. Équipement d'hydrofracturation, camions de pompage et cuves, 150 à 200 camions. Sans oublier l'eau pour la fracturation, 400 à 600 camions citernes par puits. Oui, vous avez bien entendu. Élimination des eaux usées, 200 à 300 camions. Ce qui signifie que sur toute l'eau injectée, la moitié seulement est remontée en surface. Ceci est une fosse de rétention de ce qu'on appelle des eaux usées, de l'eau de fracturation ou, comme l'industrie préfère la nommer, de l'eau de production. En attendant d'être récupérée pour être éliminée ailleurs, elle est déversée dans une fosse. Tapissée de terre, d'argile ou même bâchée,
ça n'en demeure pas moins une fosse, d'où une grande partie de l'eau s'infiltre dans le sol. Ces feignants? Aucune idée de ce qu'ils font là. On inaugure peut-être un nouveau puits. J'ai fait allusion à la question de l'élimination des eaux. 200 à 300 camions par puits, ça fait beaucoup d'eau à traiter. Pour contourner le problème, l'industrie utilise des évaporateurs par atomisation. L'eau est pulvérisée en plein soleil pour qu'elle s'évapore mieux. Vous devez vous dire comme moi, c'est n'importe quoi, cette eau contient des produits chimiques et des particules organiques volatiles toxiques. Ça entraîne la formation d'ozone et de polluants atmosphériques dangereux, et ça retombe sous forme de pluie chimique ou acide sur les cultures. Chaque puits possède sa mini-raffinerie et son unité de stockage. Ce qu'on voit à l'image est un séparateur. Lorsque le gaz sort de terre, il est mouillé. Le séparateur le chauffe à 100 degrés et élimine l'eau par évaporation. Les BTEX, c'est-à-dire les composés volatiles organiques que sont le benzène, le toluène et les xylènes, entre autres, s'évaporent sur place. Le gaz est ensuite acheminé par pipeline vers d'autres unités de raffinage. Ce qu'on voit près des puits, ce sont des cuves à condensat. Les condensats sont stockés là en attendant d'être enlevés par camion. On en trouve dans l'eau de production, inutilisable, ou dans le kérosène dégradé. Ils sont entreposés là comme une bombe à retardement, rejetant 24 heures sur 24 des composés organiques volatiles dans l'atmosphère. Le département de la qualité environnementale du Wyoming a indiqué à de nombreuses reprises que l'ozone avait atteint des niveaux dangereux. L'ozone est utile dans la haute atmosphère car il nous protège des rayons du soleil. Mais au sol, il attaque les poumons. L'air dans le comté de Sublette, grand comme le Connecticut, 6000 habitants, est pire que celui de Los Angeles. Ceci est une antilope d'Amérique. Ces animaux n'ont rien à voir avec l'industrie gazière, mais les gisements de Pinedale Anticline et de Jonah sont situés en plein milieu du couloir de migration qu'ils empruntent depuis 1000 ans, tout comme le cerf hémione et le tétras des armoises. Ces trois espèces sont en danger et leur population enregistre un important déclin depuis 2005. Ces foreuses me font en fait penser aux toutes premières voitures. Pas de pare-brise, pas de siège solidement fixé, pas d'airbag ni de ceinture de sécurité, et aucun crash test préalable. De vrais dangers publics. Les véhicules d'aujourd'hui sont ultra sécurisés, et je ne peux pas m'empêcher de penser aux centaines de normes de sécurité qu'il faudrait adopter avec le gaz. Maîtrise des composés organiques volatiles, stockage des déchets toxiques hors site ou hors sol, utilisation de fluides de fracturation non toxiques. Faute de quoi, on laisserait tout tomber et on opterait pour les panneaux solaires. Au cours de ma visite, je me perds dans le dédale de petites routes qui vont aux différents champs gaziers, dont le nom n'est même pas indiqué. Chacune d'elles mène à un site, puis à un autre encore. Il n'y a strictement personne. Je peux aller où je veux. Après tout, c'est une terre qui appartient au BLM. Donc à moi et à chaque citoyen américain. Personne ne me dit que je n'ai rien à faire là. Et apparemment, aucune restriction non plus à la pratique du banjo. Turn the gray skies to blue if I had you. Elle avait l'impression d'avoir la tête prise dans un étau.
Elle a réussi à remonter dans son camion et à s'en aller, mais elle a été malade comme un chien toute la nuit. La santé de ces gens est fichue. Ils ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent plus habiter chez eux ni sortir. Il y a quelqu'un qui a un respirateur. Et il y a aussi cette femme qui a une tumeur au cerveau et qui est dans un état épouvantable. Elle ne peut plus travailler. C'est devenu une invalide. J'ai essayé d'attirer l'attention sur ces personnes. À chaque fois que les médias viennent nous voir, elles se rendent disponibles pour faire en sorte que ça n'arrive pas aux autres. Elles savent que pour elles, c'est trop tard. Je prends vers le sud du Wyoming, en direction du magnifique versant ouest du Colorado. Dans le comté de Garfield, il y a plein de villes au nom évocateur. Rifle, Rulison, Parachute, Silt et Battlement Mesa font partie des premières zones habitées à avoir connu une ruée gazière. En moins de 10 ans, la zone s'est rapidement industrialisée et plus de 5000 puits ont été forés. Garfield donne une idée de ce à quoi ressembleront les prochaines zones exploitées. Ce comté fait aussi l'objet de la première étude sur les effets sanitaires de l'exploitation gazière. 7 chercheurs en médecine de l'Université du Colorado ont examiné l'air et l'eau et détecté d'importantes anomalies liées aux émissions toxiques. Les gens de ce comté qui m'ont appelé avaient donc de graves problèmes de santé. C'est Karen Trulove. Elle s'est mise à avoir des migraines aiguës et à se sentir très mal. Sa situation empirait tellement qu'elle ne vivait plus. Elle survivait à peine. Et mon ami, Rick, il a du benzène et du toluène dans le sang. Tara s'exprimait à la place de ses amis, qui étaient tenus de respecter des accords de non-divulgation. Ceux qui étaient en procès ou qui avaient été indemnisés s'étaient engagés, une fois l'argent versé, à ne pas parler publiquement de leur cas. Mais une amie de Tara n'avait pas signé ce type d'accord. On venait de fêter les 50 ans de mariage de mon ami Dee Hoffmeister et on est rentré. Dans le jardin, il y avait une énorme foreuse et des semi-remorques. L'odeur était tellement forte, l'odeur de benzène, qu'on a tous couru jusqu'à la véranda. Elle était entourée d'un énorme nuage gris, comme si elle était prisonnière de ce nuage. Ça faisait maximum 15 minutes qu'on était dans la maison quand je me suis évanouie. On a des douleurs partout dans le corps et on ne sait pas pourquoi. Et puis ça s'arrête et ça redémarre ailleurs. C'en était arrivé à un point où je ne pouvais plus me déplacer sans déambulateur. Après ce premier gros malaise, elle n'allait pas très bien. Et puis, il y a quelques années... Le puits, foré chez Dee Hoffmeister, a explosé. Les cuves à condensat ont pris feu et la foreuse a été détruite. On a entendu des explosions à 3 heures du matin. Notre fils a voulu sortir pour aller voir, mais il a dû rentrer à cause de la chaleur. J'ai ouvert les yeux et j'ai essayé de les garder ouverts, mais ça tournait trop. Le lendemain, j'étais encore plus mal et il m'a emmenée aux urgences. Notre fils, sa femme et leurs 4 enfants vivaient ici au premier étage quand tout a commencé. Et les 4 enfants font de l'asthme. Et 2 enfants de mes filles aussi. Ils ont besoin de nébuliseurs en hiver pour respirer. On a un beau terrain, mais on ne peut plus laisser les enfants jouer dehors. Tout le monde me racontait ses symptômes. Le premier jour, dans le comté de Garfield, j'ai fait 16 heures d'interview. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer Sio Colborn, récompensée par 5 Rachel Carson Awards, déclarée écologiste de l'année par Time Magazine et experte auprès du Congrès. On s'est intéressé à ce qui est utilisé pour forer un puits. On a réussi à mettre la main sur des données que le gouvernement devrait normalement recueillir, ce qu'il ne fait pas. Les produits destinés à l'hydrofracturation sont considérés comme des données exclusives, un peu comme la recette de la sauce du Big Mac ou celle du Coca-Cola. C'est grâce au travail de Sio Colborn qu'on sait aujourd'hui des choses sur ces produits, car elle fouille les camions, passe les fiches de sécurité au peigne fin et rassemble des échantillons. Elle a identifié 596 substances différentes dans 900 produits chimiques.
Personne ne tient compte des lois environnementales que nous avons rédigées pour protéger la santé publique. Or, les troubles neurologiques sont très insidieux. Il y a 3 ans, j'ai commencé à avoir des vertiges. Au début, ça peut être de simples maux de tête, puis les oreilles qui sifflent. J'ai cru que j'avais une otite, mais l'otorino m'a dit que tout allait bien. Ou bien on se sent un peu déboussolé, on a des étourdissements. J'ai passé un scanner. Mais ça peut déboucher sur une neuropathie périphérique. Et à ce stade, les dégâts sur le cerveau sont irréversibles. Ça fait 4 ans que j'ai des lésions au cerveau. Je ne sais pas d'où ça vient. Parfois, on enfle. J'avais mal partout, dans les jambes, dans les pieds, partout. Des extrémités surtout, bras et jambes. Je ne pouvais plus ni bouger ni manger. On ne sait pas où la douleur va se manifester. Elle peut être intolérable. Quand on pense aux ouvriers ou encore aux personnes qui ont un jardin dans un rayon de 300 mètres autour d'un puits, les cuves émettent sans arrêt des vapeurs. ils inhalent ces produits chimiques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est quoi cette odeur? Je sais pas, je sens rien. Vous non plus, vous ne sentez rien? C'est l'un des effets secondaires du sulfure d'hydrogène. Je ne sens plus la litière du chat. C'est plutôt bien. Oui, mais depuis 2 ans, je ne sens plus les fleurs. Je n'ai presque plus de goût. Je reconnais le salé, le sucré. Le salé, ça va. Le sucré aussi. Mais je ne perçois pas les subtilités des aliments. Tout a le même goût. C'est pas drôle. Je suis allée discuter avec les responsables, les personnes qui surveillent, et même avec les patrons et les gens chargés des relations publiques. Ils étaient extrêmement surpris. Ils m'ont regardé comme si j'étais folle. J'ai demandé où les produits chimiques étaient mélangés. Ils m'ont répondu « Oh, on n'en utilise pas, et quand on en utilise, ils sont sans danger. » Même les patrons ne savent pas ce que leur personnel manipule. Les gens qui entendent ça se demandent pourquoi tout ça n'est pas contrôlé. Mais on ne peut rien contrôler tant qu'on ne sait pas ce qu'ils utilisent. C'est tout simplement impossible. Après mon interview de CEO et mes différentes visites, il devient clair qu'il n'y a aucune planification derrière tout ça. Toutes les infrastructures gazières vont se développer de façon anarchique. Un gazoduc par-ci, une fosse d'eau usée cachée derrière une montagne par-là. Heureusement, ma dernière interview est plutôt drôle. J'ai fait un rêve l'autre nuit. J'étais dans un lycée ou un collège et j'étais aux toilettes. Et il y avait du caca partout. J'étais scandalisée. Quelqu'un devait bien être responsable. Le proviseur, bien sûr. Alors j'essayais de ramasser toute cette merde et de la mettre dans un sac. Et je me disais, je vais aller la montrer au proviseur et je vais lui mettre ça dans un joli petit sac fermé par un ruban pour attirer son attention. Je vais déposer ce sac de merde sur son bureau et ça va lui faire un choc. Parce qu'il va penser que c'est un cadeau et il va l'ouvrir. Mais là, il va voir que c'est de la merde. Et comme ça, j'attirerai son attention et il prendra enfin ses responsabilités. Il est vraiment révélateur, ce rêve. La merde, c'est de la merde, quel que soit l'emballage. C'était ça mon message. C'est pas très ragoûtant, mais bon, ça suffit de tourner autour du pot. Faut montrer les choses telles qu'elles sont. 3 millions de mètres cubes de gaz ont explosé à l'ouest de Divide Creek. Ça s'étend de là-haut à en bas, dans toute cette partie, sur 600 mètres environ. Ça remonte à la surface et ça fait comme des bulles de Pepsi. Prêt? C'est vrai, ça brûle. Oui. Il vaut mieux s'écarter. C'est Divide Creek. C'est ici qu'il y a eu la fuite durant l'été 2008. On a retrouvé des corbeaux et des lapins morts. Et j'ai encore les cadavres. Vous les avez? Dans le congélateur, oui. Parce que depuis presque un an, même les organismes spécialisés n'ont pas su nous dire à qui les envoyer. C'est Encana? Oui. Vous évitez tout contact avec l'eau? Oui, parce qu'on ne sait jamais.
Mon père venait souvent ici l'été et il buvait l'eau de la rivière. Elle était bonne. L'année de la fuite, elle a été découverte en avril. Il a bu de l'eau ici pendant un mois. Il est mort 2 ans plus tard d'un cancer du pancréas. Il n'y a pas d'herbe dans la bouteille, je les ai enlevées. On va piéger le gaz qui s'échappe. Vous voyez, c'est la fuite là. Ça fait des bulles tout autour. Ouais. La flamme est jaune. La bouteille fait 30 cm de haut et la flamme aussi. Donc on a 60 cm en tout. Ils ont été condamnés pour la fuite? Oui, la plus grosse amende de l'histoire du Colorado, 371 000 $. Mais c'est parce qu'il les a mis sur la paille. Les entreprises privées, elles fonctionnent comme ça. Elles viennent dans une région, elles s'y développent le plus vite possible, et si elles font des dégâts, elles s'arrangent pour que ce soit aux habitants qui subissent ces dégâts de le prouver et d'argumenter devant le tribunal. Et s'il y a encore quelqu'un qui s'oppose à elles, elles achètent son silence et voilà. J'essaie de faire taire ma colère et ma douleur. Mais lorsque je m'accroupis et que je regarde la rivière et ses méandres, ça me rappelle chez moi et mes nerfs lâchent. Elle a dit qu'elle gardait les cadavres d'oiseaux et de grenouilles dans son congélateur. Il faut que j'aille voir. Je veux avoir le fin mot de l'histoire. Mon rêve, vous vous souvenez? Et voilà, un oiseau. À l'été 2008, il y a des tas de substances noires, du diesel et des matières organiques qui sont apparues dans la rivière. Ça a été une hécatombe. Je les ai gardés au congélateur comme spécimen. Ça, c'est une colombe, et ça, c'est le lapin. Il était juste là où on a trouvé du propane et de l'éthane dans l'eau. Ça me fend le cœur. Pauvre bête. Il ne pouvait pas s'en sortir. Vous aviez imaginé qu'un jour, vous congéleriez des lapins et des colombes pour les faire autopsier? Jamais. Ça me fait froid dans le dos. Ça ne me ressemble tellement pas de garder ces bestioles mortes. Le fait d'essayer de les garder en bon état, c'est complètement contre nature. On va les mettre dans ce sac. Dans ce sac Walmart? Oui. On ne trouve pas de ça chez eux. Pas encore. Oui, vous avez raison, pas encore. Merci. À une prochaine fois. Gardez le moral. Vous aussi. This is just a nightmare. Soon I'm gonna wake up. Someone's gonna bring me round. This is I want it. J'aimerais quitter le pays du gaz le plus vite possible. Mais c'est impossible d'y échapper. Depuis 3 semaines et demie que je sillonne les routes, je me rends compte que de l'Arkansas à Santa Fe, je n'en ai parcouru aucune sans puits de gaz. Tous les États finissent par se mélanger. Partout on me raconte la même histoire. Il a dit, vous voyez ça? C'est une tumeur au cerveau. D'énormes postes de compression sur le terrain des habitants. Je ne m'attarde pas ici.
Des foreuses, installées juste de l'autre côté de la rue. Filme, il y a de jolies fleurs. Des cours d'eau contaminés. Ils transforment ce paysage absolument magnifique en un véritable dépotoir. Des raffineries gigantesques qui côtoient des cimetières. Des boues toxiques entreposées à proximité de zones résidentielles. Lorsqu'il y a du vent, ils respirent les fumées toxiques. Trop d'histoires à la fois. Comme un disque rayé. Le même discours qui revient sans cesse comme une plaie béante qu'on vous met sous le nez. Le même regard inquiet partout. On ne peut pas continuer comme ça. Il paraît que la Maison-Blanche a décidé que les centrales du pays allaient fonctionner au gaz naturel. Mais ce n'est pas bien. L'ampleur démesurée de cette campagne de forage est proprement ahurissante. Moi, le détective, je suis totalement dépassé. I'd really love to do an interview with Cabot. You may hang up. I will pass on the message. I do suggest that you resubmit the email. Call me back in a day or two. Thanks and have a great day. Bye. J'ai envie de rentrer pour avoir une vue d'ensemble. Mais en regardant la carte, je vois que pour rentrer, je dois justement traverser cette vue d'ensemble. Le Texas. La conurbation Dallas-Fort Worth. Le gisement de Barnett, là où tout a commencé. Voilà la carte de la conurbation Dallas-Fort Worth. Tous les points rouges, ce sont les puits de pétrole et de gaz autour de Fort Worth. La plupart des points regroupent souvent plusieurs puits. C'est ce qu'on appelle des plateformes. Sur chaque plateforme, il peut y avoir 2, 5 ou 10 puits. Donc, si on multiplie chaque point par 5 ou 10, ça donne environ 10 000 puits autour de Fort Worth. La Commission texane pour la qualité environnementale n'avait aucune idée de la quantité de puits qui étaient forés autour d'ici. On a cherché à comprendre et on a voulu savoir exactement combien d'émissions rejettent les puits de pétrole et de gaz. On ne voulait pas des chiffres de l'État qui reconnaissaient publiquement qu'ils ne connaissaient pas la quantité d'émissions et que les chiffres étaient largement sous-estimés. On a donc fait nos propres calculs et on sait maintenant que ces émissions sont supérieures à celles de toutes les voitures et de tous les camions à Dallas-Fort Worth. Attendez. Vous êtes en train de me dire que les émissions pétrolières et gazières sont plus élevées que celles de l'ensemble des véhicules qu'il y a ici? C'est ça. Quand on regarde les toutes dernières mesures concernant les émissions de l'ensemble des voitures, camions, camionnettes et de roues, on voit qu'elles indiquent environ 200 tonnes par jour, avec l'ozone et les particules fines qui vont avec. Maintenant, si on regarde les mesures sur lesquelles j'ai travaillé concernant le pétrole et le gaz à Fort Worth, elles donnent aussi environ 200 tonnes par jour. Les foreuses brûlent du diesel, jusqu'à 3000 litres par jour. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose s'échappe des cuves à condensat. Ces cuves, j'en ai vu partout au cours de mon périple à travers le pays. Mais je n'ai pas encore pu en observer à la caméra infrarouge, qui détecte les hydrocarbures. La cuve, la clôture, l'école. D'accord. C'est la purge des cuves, vous voyez? C'est ce qui s'échappe par le haut? Oui. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas grimper en haut de l'échelle. Contrairement à ce que j'ai fait. Et ça, c'est quoi? J'ai compris ce que c'était quand le maire de Dish m'a appelé. Hey, we're gonna have to turn off the TV for a little while. Can you go sit at Daddy's chair in his desk? I'm not gonna leave you, baby. I'm gonna be right out there. The town of Dish is 2 square La ville de Dish fait 5 km² et compte environ 150 habitants. En 2005, elle a changé de nom en échange d'un accès gratuit à l'opérateur satellite Dish pendant 10 ans. Ça concerne tous les habitants. Il y a 10 énormes gazoducs qui se rejoignent ici. Et chacun transporte 30 millions de mètres cubes de gaz par jour. Il y a donc 300 millions de mètres cubes de gaz qui traversent Dish tous les jours. Là où les gazoducs se rejoignent, on trouve le plus souvent des stations de compression, c'est-à-dire d'énormes turbines qui compriment le gaz à l'intérieur des pipelines. Les gazoducs sont conçus pour pouvoir évacuer du gaz naturel dans l'atmosphère. Bien sûr, on vous dit que ça part directement sur la Lune, qu'il n'y a rien qui traîne. Mais il y a un nuage actuellement au-dessus d'un des quartiers de la ville.
Et dans ces cas-là, la plupart des gens ont l'impression qu'ils sont en train de vivre leurs derniers instants. Outré par l'inaction de la Commission texane pour la qualité environnementale, Calvin Tillman a commandité sa propre étude de l'air. Le résultat est digne d'une brochure de sensibilisation au risque de cancer. L'étude a révélé la présence, je cite, de taux stupéfiants d'agents cancérogènes et de neurotoxines connues ou présumées. Benzène, disulfure de diméthyle, disulfure de méthyléthyle, disulfure d'éthylméthyléthyle, triméthylbenzène, diéthylbenzène, méthylméthyléthylbenzène, tétraméthylbenzène, naphthalène, 1,2,4-triméthylbenzène, MN-épéxylène, sulfure de carbonyle, disulfure de carbone, méthylpyridine et diméthylpyridine. Le taux de benzène atmosphérique était 55 fois plus élevé que la normale et celui de disulfure de carbone 107 fois. L'étude souligne que de pareilles concentrations atmosphériques ne manqueront pas d'avoir de graves répercussions sanitaires. Les agents cancérogènes et les neurotoxines auront aussi un impact sur le long terme. Il y a un détail un peu comique, mais qui en fait ne l'est pas vraiment. C'est qu'il y a un panneau disant de ne pas fumer, et juste en dessous, il y a un barbecue. Donc un jour, quelqu'un va se faire cuire un steak et il fera sauter la ville. Un des problèmes de la loi sur l'air pur, c'est qu'elle s'applique surtout aux importantes sources de combustible. Or, dans l'industrie pétrolière et gazière, il y a plein de sources différentes. Donc, vous avez tous ces géants de l'extraction que sont par exemple Devon ou ConocoPhillips. Ils exploitent des champs pétrolifères et gaziers autour desquels il y a des milliers de petites sources de combustible. Et aucune d'elles n'est concernée par la loi sur l'air pur. La quantité d'émissions accumulées est énorme et ça concerne un grand nombre de communes, car beaucoup se situent sur des formations schisteuses. Si on se met à forer sur ces formations, comme on l'a fait à Fort Worth, c'est-à-dire dans l'anarchie la plus complète, ça va être une véritable catastrophe. Il faut intervenir au moment où les choses se produisent et ne pas attendre 10 ans comme nous l'avons fait jusqu'ici. Si les émissions atmosphériques sont énormes au Texas, qu'en est-il de leur impact sur l'eau? La nappe phréatique est contaminée à cause des activités de production et d'extraction, et aussi des vieilles fosses qu'il y a dans toute la région. La nappe contient des métaux lourds, comme le barium présent dans le fluide de forage, l'arsenic, le cadmium, le chrome et le plomb. J'ai beaucoup de clients qui étaient des mordus de sport et qui buvaient de grandes quantités d'eau chaque jour. Eh bien, ils se sont empoisonnés à l'arsenic. Et quand ils sont allés à l'hôpital, le médecin a prié leur femme de sortir et il leur a demandé si ce n'était pas elle qui les avait empoisonnés. Cette partie de la Louisiane et le golfe du Mexique, au sud, reçoivent depuis 60 ans les déchets liés à la production de pétrole et de gaz. Un tiers de tout le gaz américain passe par cette immense usine. C'est ici qu'on prend tous les sous-produits et les eaux usées et qu'on les rejette à la mer en espérant qu'ils ne vont pas revenir. Mais lors des ouragans Rita et Katrina, ils sont bel et bien revenus. Des sédiments se sont accumulés dans l'eau pendant les dizaines d'années où on n'a pas arrêté de tout rejeter à droite et à gauche. Ce sont eux qui ont été soulevés et déversés ici. C'était entièrement recouvert de boue. Partout. Tout était recouvert. Il y a du benzène, du toluène, d'exylène, de l'éthylbenzène et beaucoup de formaldéhyde et de composés semi-volatiles à longue durée de vie, comme les hydrocarbures polynucléaires aromatiques. Et puis tous les métaux lourds liés aux fluides de forage, barium, arsenic, plomb, cadmium, chrome et mercure. Tous ces produits se retrouvent dans les cuves, les murs d'endiguement, les unités de traitement thermique et les réservoirs de stockage. Mais il n'y a aucune protection contre les ouragans. Tous les contaminants que vous voyez et qui se situent au-dessous de 1,80 m de hauteur se sont répandus dans l'environnement. Et c'est valable pour toute la zone touchée par les ouragans? Sur toute la côte, Louisiane, Mississippi, Alabama et Texas. Et ça fait combien de sites? Combien? Des centaines de milliers. J'essaie de me représenter ce que le discours de Wilma implique. L'accumulation de 50 années de forage a créé une situation de contamination permanente dans le sud de la Louisiane. Une situation sans doute irréversible.
Et toute la côte, du Mississippi au Texas, est contaminée par les déchets pétroliers et gazeux. Je me demande alors ce que ces forages peuvent avoir eu comme effet sur tous les cours d'eau que j'ai rencontrés sur ma route. J'ai vu un jour une carte représentant avec précision le réseau hydrographique américain. Il ne s'agit pas juste de quelques grands fleuves par-ci par-là, mais bien d'un réseau beaucoup plus complexe. Et avec tous ces cours d'eau contraints de subir les campagnes de forage de 34 États, je me demande quelle sera l'ampleur des dégâts si cette situation se prolonge. Je m'en retourne chez moi. Tout ce que je veux, c'est m'éclaircir les idées, réfléchir à tout ça et prendre du recul. Le téléphone sonne à nouveau. C'est le laboratoire d'analyse de l'eau. Le mystérieux flacon d'eau jaunâtre de Dimock vient de livrer certains de ses secrets. Le barium et le strontium se trouvent dans les fluides de forage et servent de lubrifiant. Les teneurs en fer et en chlorure et la conductivité sont très élevées. Dans une eau distillée pure, la conductivité est nulle. Ici, elle crève les plafonds. Mais ce qu'il y a de plus affolant dans le test, ce sont deux choses dont je n'avais jamais entendu parler. Le total de l'azote dosé par la méthode de Kjeldahl et le MBAS, ou substance active au bleu de méthylène, un agent réactif qui vire au bleu au contact de détergents ou de tensioactifs. Les détergents, ce n'est pas effrayant, parce qu'on lave le linge avec, mais ça ne se boit pas. Et un tensioactif encore moins. Tout ce qui pénètre une cellule traverse forcément une surface. Un tensioactif permet à une substance de traverser une surface en la dissolvant. Donc, quand il y a des tensioactifs à proximité de poissons, ils dissolvent leurs branchies. Ce petit flacon de liquide jaunâtre, il prouve quoi finalement? On leur a dit de balancer ça dans un cours d'eau. C'est toujours la même chose qui se passe. On a gagné quoi dans tout ça? L'argent ne fera pas revenir ce qu'ils ont détruit. Les gens en ont assez, mais ils ont peur de parler. Ma correspondante anonyme en a-t-elle parlé au DEP? Ils ont dit qu'on n'avait pas de preuves et qu'il leur en fallait pour faire quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand le DEP a refusé de vous aider? Que je parlais à un mur. Les opportunités de production gazière sont énormes ici, en Pennsylvanie. Vous avez dit vouloir procéder de façon à ne pas nuire à l'environnement. Mais vous reconnaissez aussi que la contamination de l'eau est inévitable. Oui, enfin, c'est contradictoire, non? Je vais être franc avec vous. Il n'y a pas de source d'énergie parfaite. Et il est tout à fait vrai que la production de gaz naturel ne fait pas exception à la règle. Ce problème de contamination dû aux substances chimiques de forage a été examiné à Dimock dans 39 foyers. Les tests ont été faits en toute indépendance et on n'a constaté aucune contamination de l'eau potable par ces substances chimiques. Il se trouve que j'ai ici des échantillons qui viennent de tout le pays. Wyoming, Colorado. Celui-ci vient de Dimock. C'est de l'eau du robinet, donc potable. Et je me demandais si cela vous intéresserait d'y goûter. Ça ne m'intéresse pas, car le cas de Dimock est réglé. Mon travail ici consiste très exactement à m'occuper du problème que vous soulevez. Il ne faut en aucune façon que quelqu'un boive de cette eau. L'eau n'est remplacée que dans 4 foyers. Parce que c'est là qu'il y avait un problème.
S'il y en avait eu 10, nous serions intervenus dans les 10. S'il y en avait eu 15, dans les 15. Si quelqu'un a de l'eau contaminée par la présence de gaz et que son eau n'est pas remplacée, je veux le savoir. Pour toutes les personnes à qui c'est arrivé, nous avons fait ce qu'il fallait. Ce qui importe, ce sont les faits. Nous ne permettrons pas que ceux dont l'eau a été contaminée suite au forage se retrouvent dans l'obligation de la boire. Ce que je voudrais dire, c'est que vous et moi, nous ne sommes pas du même côté de la caméra. Vous, à un moment donné, vous pouvez vous désintéresser d'un problème. Moi, je dois prendre des décisions concrètes. Et à moins qu'on ne passe au tout hydrogène, il y aura toujours des problèmes de ce genre. Je dois faire des compromis. Et quand on fait des compromis, on est parfois amené à faire 2 pas en avant, 1 pas en arrière. C'est comme ça qu'on prend des décisions. Je vois en fait les choses non pas en tant que personne qui se tient derrière la caméra, mais en tant que personne qui vit en Pennsylvanie et dont la qualité de l'eau est menacée. Pensez-vous vraiment que d'avoir recours à des citernes soit la bonne solution? On ne remplace pas un cours d'eau? Remplacer un cours d'eau? Lequel passe près de chez vous? Calkins Creek, un affluent du Delaware. Bien. S'il y a un problème, je veux le savoir. C'est grave. C'est le point de départ de mon projet. Tout à fait. Nous avons des équipes compétentes qui agissent sur le terrain. Mais nous sommes aussi extrêmement désireux que la population nous informe en cas de problème. Tenez. Prenez ma carte. Quelques mois à peine après cette interview, le DEP de Pennsylvanie enregistre la coupe budgétaire la plus drastique de son histoire. 350 emplois à plein temps sont supprimés et le budget est amputé de 25%. Au moment précis où se déroule ce qui est peut-être la plus grosse campagne d'exploitation du gaz naturel qu'ait connu cet État. Combien de cours d'eau peut-on remplacer? On voit sur cette carte d'où vient l'eau de New York, du New Jersey et de Philadelphie. En vert, c'est le bassin versant de New York. Il est censé être protégé, mais sur toute la zone, on exploite le gaz naturel. En vert et blanc sur la carte figure le bassin versant de New York et le bassin du Delaware. À eux deux, ils fournissent de l'eau à 15 600 000 personnes. 6 800 000 à New York, 5 400 000 en Pennsylvanie, 700 000 dans le Delaware et 2 900 000 dans le New Jersey. C'est la plus grande réserve d'eau non filtrée au monde. Les réservoirs ont été créés il y a un siècle. L'industrie loue des centaines de milliers d'hectares dans cette zone, ce qui pourrait se traduire par la construction de 50 000 puits de gaz sur l'ensemble du bassin. Au printemps 2010, il n'y avait encore aucun forage, mais la situation peut évoluer à tout moment. Sur les autres planètes du système solaire, on cherche quoi? De l'eau. Elle ne peut pas être aussi bonne que l'eau du robinet de New York, bien sûr, mais on cherche parce que l'eau, c'est ce qu'il y a de plus important. Je siège à ce comité depuis 18 ans. Je conseille la ville sur le plan environnemental depuis de nombreuses années. Je suis géologue et je n'ai pas fait tout ce chemin, avec toutes les années et tous les kilos qui vont avec, pour voir tout s'envoler en fumée. L'idée même que des adultes puissent s'asseoir autour d'une table et réfléchir à la manière de se livrer à ce type d'activité au sein d'une réserve d'eau non filtrée, qu'ils essaient de parvenir à leur fin,
C'est tout simplement... Au restaurant, on vous demande toujours si vous voulez de l'eau minérale ou de l'eau du robinet. Ça doit faire 20 ans que je n'ai pas entendu quelqu'un répondre de l'eau minérale. Les gens vont au restaurant pour boire de l'eau du robinet. Ça dépasse l'entendement. Les gens se réjouissent de boire de l'eau du robinet. J'essaie de garder mon sang-froid, mais pour moi, qui suis géologue, spécialiste de l'environnement et décideur, c'est du grand n'importe quoi. C'est la plus grosse crise environnementale à laquelle la ville doit faire face. Malgré la présence de milliers de personnes lors des sessions publiques, le DEC, censé protéger l'environnement dans l'État de New York, ne veut rien savoir. Les débats se poursuivent des heures durant. On peut vraiment se demander si le DEC est à la hauteur de sa mission. Le DEC n'a pas proposé une seule réglementation nouvelle. Ce bassin versant est absolument irremplaçable. Aucun représentant du DEC ne vient assister aux audiences. Je veux qu'on appelle le DEC et qu'on lui dise que les gens ici présents attendent qu'un de ses représentants vienne dans cette pièce. Il y a même des conférences de presse sans presse. Ce serait bien qu'il y ait des journalistes, mais le sujet n'est sans doute pas assez sexy, pas assez important. L'approvisionnement en eau potable de 9 millions de gens, ça n'intéresse personne. Ils sont où les journalistes? Là-bas? Dans la salle de presse. Une conférence de presse sans presse? J'apprends que le Congrès organise une session spéciale sur les gisements non conventionnels, et plus particulièrement sur leur lien avec la contamination de l'eau et avec la loi Diana Deguet et Maurice Hinchey sur l'hydrofracturation. Cette loi fait un paragraphe, mais elle oblige la fracturation hydraulique à respecter la loi sur l'eau potable. Ce qu'il faut, c'est regarder en arrière. À l'époque, on s'est aperçu que le type de forage qui était pratiqué depuis plus de 20 ans avait un impact négatif. Il contaminait les puits et rendait la vie des gens extrêmement difficile et dangereuse. Avec l'évolution de la situation énergétique, l'industrie gazière a fait pression pour pouvoir procéder de la manière la moins coûteuse possible et faire le maximum de profit, au lieu d'être transparente sur ce qu'elle allait faire. Il faut exiger plus d'informations et de détails. Les gens qui pratiquent ce type d'activité doivent dire clairement ce qu'ils font. Au terme de mon périple à travers le pays, voilà que je me retrouve dans les couloirs du Congrès. L'industrie et les lobbyistes vont enfin pouvoir s'exprimer dans mon film. La parole est au sous-comité à l'énergie et aux minerais. Ces derniers mois, la presse et Internet ont avancé que 6 États avaient enregistré plus de 1000 cas de contamination de la nappe phréatique suite à la fracturation hydraulique. Ces faits ne sont pas exacts. Les différentes études menées ces 11 dernières années n'ont conclu à aucune menace crédible sur l'eau potable du fait de la fracturation hydraulique. Pourquoi l'hydrofracturation fait-elle naître de telles inquiétudes? Parce que les matériaux utilisés ne sont pas biodégradables. Une fois qu'ils sont dans l'environnement, ils y restent. Si 2% seulement de ces centaines de milliers de puits étaient installés dans le sud du pays, ce sont plusieurs milliers d'incidents qui menaceraient de survenir. Monsieur Appleton cherche des problèmes là où il n'y en a pas. Car quand on examine tous les autres cas de figure offerts par les différents États, on voit bien que l'hydrofracturation ne pose pas de problème. Et je suis fier que cette industrie emploie autant de personnes dans l'État qui est le mien. Et j'entends bien la soutenir. J'en ai assez que certains essaient de tuer une industrie alors qu'ils ignorent tout des faits. Si nous renoncions à l'hydrofracturation, nous serions dépendants du pétrole étranger et menacés par le terrorisme. Je n'ai pas connaissance de cas stipulant que... Bien. Votre temps de parole est écoulé. Alors, Madame la députée de Guet,
Merci, Monsieur le Président. Nous avons pu constater que de nombreuses techniques d'extraction sont synonymes de risques pour la santé humaine et de dégâts environnementaux. Monsieur John, vous dites que la fracturation hydraulique ne présente aucun danger pour l'eau potable. Alors pourquoi vous opposez-vous à la divulgation de la liste des produits chimiques utilisés pour l'hydrofracturation en vertu de la loi sur l'eau potable? Comme je l'ai dit précédemment, les informations que nous avons... Pourquoi vous y opposez-vous? S'il n'y a aucun danger, pourquoi vous opposez-vous à la divulgation de la liste des produits chimiques? Nous avons divulgué aujourd'hui, avant la séance... Les substances utilisées? Oui. Pour chaque procédé? Elles sont listées dans un document. Donc vous ne vous opposez pas à mon projet de loi? Nous avons informé... Vous opposez-vous toujours à mon projet de loi puisque vous avez divulgué ces informations? J'en ignore le contenu. Il oblige à révéler la nature des produits chimiques utilisés pour l'hydrofracturation en vertu de la loi sur l'eau potable. Le cadre réglementaire actuel... Oui ou non? Le cadre... Donc oui, vous vous opposez à mon projet de loi, car vous ne voulez pas divulguer la nature des produits, alors même que vous dites qu'ils sont sans danger. C'est bien ça? C'est ça. Bien. Et vous, Monsieur Cowell, affirmez-vous aussi que les fluides d'hydrofracturation ne peuvent en aucun cas être incriminés dans les cas de contamination de l'eau à travers le pays? Les allégations présentées par certains médias concernaient 6 États bien précis. N'ayant pas enquêté dans tous les États concernés par les activités pétrolières et gazières, nous ne pouvons affirmer que personne n'est... Merci, Monsieur le Président. Monsieur Hinche. Je voulais rebondir sur certaines choses qui ont été dites. Votre société est spécialisée dans l'hydrofracturation. Quels produits chimiques utilisez-vous pour cela? Permettez-moi de consulter mes notes afin de ne pas me tromper. Je ne voudrais pas que ma mémoire me trahisse. Approchez-vous du micro, qu'on vous entende bien. Merci. Nous avons répertorié... Souhaitez-vous que je les cite tous? Je commencerai par l'acide chlorhydrique ou l'acide muriatique comme produit chimique pour dissoudre certaines boues dans les puits. Un agent antibactérien comme le glutaraldéhyde. Un agent de fractionnement pour réduire la viscosité des fluides, à savoir le persulfate d'ammonium. Nous avons besoin d'un inhibiteur de corrosion pour protéger la résistance du coffrage des gazoducs. Lequel? D'après mes fiches, il s'agit du formaldéhyde de diméthyle, comme agent de réticulation du sel de bore, comme réducteur de friction du distillat de pétrole, comme agent de neutralisation du fer, de l'acide citrique, du chlorure de potassium comme désoxygénant. Une question pour M. Appleton. Avez-vous eu vent d'une seule étude empirique indépendante qui aurait été menée et qui aurait conclu que l'hydrofracturation est sans risque pour l'approvisionnement en eau? Toute utilisation de ce type de produit chimique dans l'environnement présente un risque si elle n'est pas correctement réglementée. Bien. La séance est levée. C'est ici que nous allons nous arrêter. La loi sur la fracturation hydraulique est parvenue au Congrès. Mais l'industrie se bat bec et ongle. Ni l'État de New York ni la Pennsylvanie n'ont cherché à protéger les bassins versants. J'ignore ce qui va arriver ici. Est-ce que tout cela va disparaître? Je ne sais pas non plus ce qui va se passer dans le reste du pays. Les amis que je me suis faits lors de mon périple vont-ils pouvoir souffler un peu? Tout ça dépend beaucoup de vous. J'ai trouvé au plus profond de moi de l'amour pour ce pays. Mon jardin ne fait plus qu'un avec Divide Creek, dans le Colorado, Pavilion, dans le Wyoming, les rues de Fort Worth ou les cimetières et les écoles du Nouveau-Mexique. Ce n'est plus uniquement mon jardin, c'est le jardin de tout le monde.
De vastes gisements de gaz de schiste ont été découverts en Europe et en Afrique du Nord. Et l'hydrofracturation est une solution possible au problème énergétique du vieux continent. Tout ça n'est donc pas près de s'arrêter. Et il se pourrait que le pays du gaz s'étende un peu au-delà de mon jardin, jusque dans le vôtre. Ready?